Salut les mogwai, c'est le Gremlins. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui enflamme mon petit cocoro d'une patience sans limite. J'aime ça, j'adore ça, je ne vis que pour ça. Aujourd'hui, je te parle d'art. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ensemble 3 vidéos qui ont chacun un lien plus ou moins évident avec l'art. Et pour une fois, je vais faire un épisode sans un seul gros mot, histoire d'inscrire cette vidéo à un concours. Ce sera peut-être pas du luxe que de donner une bonne image de la chaîne. Tu parles tout haut, Anthony. Souris et fais coucou. Tu sais, c'est pas en suçant le jury que tu vas avoir plus de chances de gagner. Je vais te buter. Est-ce que tu t'es déjà dit « Waouh, la musique est un art ». Si la réponse est oui, la prochaine œuvre risque probablement de te faire changer d'avis. Mais qu'est-ce que c'est que ce rap des mots fragiles sur le point d'ouvrir un Skyblog? Toi tu n'as eu qu'un petit extrait, mais moi j'ai dû me taper tout le clip. Et y a rien qui va. Apparemment il est normand, je suis désolé pour vous. Au moins maintenant on est sûr que la street cred n'est pas à Cerisy-la-Forêt et encore moins à Épinay-sur-Odon. Il semble avoir un problème d'articulation au niveau de la mâchoire. Et rigolez pas parce qu'au quotidien ça doit être un enfer. Eh le druide, tu veux un café? Pétasse me masse bassin, j'amasse le L putain, en dentarier lapin, Comme je comprenais rien à ce qu'il disait, je suis allé voir le sous-titrage automatique de YouTube pour savoir qu'est-ce qu'il dit, et... Comme Fatalonzo surveille mes placements, yeah. Comme Fatalonzo surveille mes placements, yeah. Je suis un happy hippie les pupilles, moi, tiens. Je suis un happy hippie les pupilles, moi, tiens. Il dit qu'il voit pas le rapport. Ce qui est cool, c'est que le clip est tout de même végétarien friendly grâce au chou-fleur qu'il a sur la tête durant toute la vidéo. Ah ouais, mais la dernière fois que j'ai vu une coloration aussi ratée, c'est lorsque je croisais des petites whips de 8 ans de Ken Kaneki à la Japan Expo. Et sinon, j'ai aucune explication pour le mec qui pisse dans le fond. Bon, mais à ce niveau-là, tu dois te demander, c'est quoi le rapport avec l'art? Eh ben on y arrive. Elle m'a griffé comme frais X23. Verre de cognac sur le rivage. Jackson Pollock sur ton visage. Mesdames, je vais vous demander de contenir vos orgasmes. Je comprends parfaitement, j'ai moi-même une mimole actuellement, mais c'est un haut niveau de création, je le reconnais, on a affaire à l'Arthur Rimbaud du XXIe siècle, mais s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas succomber au charme de cette grande et belle asperge. Merci. Vu qu'on vient d'atteindre les bas-fonds de l'intelligence avec ce clip, on va essayer de remonter un petit peu le niveau. Qui est Jackson Pollock? C'est un artiste peintre abstrait américain, probablement le plus important de la première moitié du XXe siècle. Il est mondialement connu comme étant l'inventeur de l'expressionnisme abstrait. C'est un pilier de l'art contemporain. Sa démarche artistique est basée sur la culture indienne. Il va donc utiliser beaucoup de couleurs et une méthodologie de création bien spécifique qui reprend la spiritualité et les mouvements chamaniques. Il n'utilise pas de cadre fixe, mais 2 techniques de peinture qui lui seront inspirées par une peintre américaine d'origine ukrainienne, nommée Janet Sobel. Le dripping et le all-over. Le dripping vient de l'anglais to drip, c'est-à-dire laisser un liquide tomber goutte à goutte. Et le all-over, c'est quand la peinture a un traitement homogène sur la surface de la toile. Ça donne l'illusion que la peinture ne s'arrête pas à la matérialité de la toile et donne l'impression de hors-champ. Par ce traitement particulier, les codes traditionnels de la peinture sont rompus. Le figuratif disparaît et la toile n'a pas de sens d'accrochage proprement défini. Ici, ce qui est important, c'est la performance artistique, c'est-à-dire la manière de réaliser l'œuvre plus que la toile elle-même finalement. D'ailleurs, lorsque Pollock utilise le dripping et le all-over, on dit qu'il fait de l'action painting. L'action painting, c'est lorsqu'on privilégie l'acte physique de peindre. Le terme a été proposé en 1952 par le critique américain Harold Rosenberg pour caractériser l'importance de la gestualité dans le travail de certains artistes. Le peintre devient l'outil de création par son énergie vitale et la psyché qui anime son corps, et cet engagement physique qui limite la réflexion et l'accomplissement de gestes répétitifs laissant une place au hasard, doivent, selon Pollock, faire émerger des formes produites par son inconscient. Le geste n'est pas totalement hasardeux, il est guidé par une intention créatrice qui échappe en partie à la conscience du peintre. La structure du tableau résulte de l'intuition de l'artiste, mais aussi de divers comportements de la couleur, comme par exemple le sens vers lequel elle va couler, les éclaboussures que cela génère, etc.
etc. La variété des traces de peinture, leur répartition égale sur la toile, les effets de rythme obtenus montrent d'ailleurs que Pollock garde en grande partie le contrôle de ses gestes. L'œuvre finale s'apparente donc plus à une sorte de trace ou d'historique des mouvements qui ont été effectués par le peintre au moment de sa création. L'enfance de Pollock est particulière, il y a eu un impact direct sur ses créations. Elle mélange alcoolisme, rencontres et école d'art. Anarchiste dans l'âme, il adore flirter avec les limites du système qu'il critique. Tout en ne le refusant pas. Bien souvent, il sera exclu pour absentéisme, voire renvoyé pour avoir critiqué les méthodes d'enseignement de l'époque. C'est en 1940, influencé par Picasso, Kandinsky et Miro, qu'il découvrira de nouvelles techniques de création comme l'aérographe et le pochoir. Et à partir de là, il cherchera à concilier deux tendances de l'art moderne européen. La tendance formaliste, liée au cubisme abstraction, qui veut que la peinture soit d'abord peinture et non illustration ou copie de la réalité, et la tendance surréalisme, auquel il emprunte l'idée que l'art est l'expression de l'inconscient de l'artiste. Tout ça pour dire que Pollock mérite bien mieux que de finir en vulgaire punchline d'un rappeur Kiku Jap emo Dark Sasuke. Et les 11 fanboys qui risquent de venir m'attaquer à la suite de cette vidéo, ne me faites pas croire qu'il fallait 8 ans d'histoire de l'art pour comprendre la profondeur de ce lyrique. Parce que moi je sais exactement comment il l'a trouvé. Sperme. Surtout que moi j'aime le rap. J'aime profondément le rap. Alors lorsque j'entends des punchlines aussi médiocres, je me demande à quoi ça va ressembler dans le futur l'évolution du rap trop dark pour la cour de récré. Bébé t'es ma queen, t'es la plus belle. J'ai toujours rêvé de te rouler une pelle. T'as toujours été passionné par Picasso. Alors laisse-moi te proposer une grosse d'eau. Wow. Mais j'ai même pas attaqué le deuxième couplet, ça aurait été grave lourd. Genre, je glisse mon popole Gauguin entre tes deux seins. C'est le Caravage et Farvat pour un ravage dans ta grosse... La vidéo suivante est une publicité qui a été massivement diffusée à la télé et sur internet. Tu peux sortir ton gros saucisson et ton plus beau Bob Ricard, car je t'emmène dans le monde merveilleux du... PMU le tabac froid, PMU la bonne pétanque, PMU les black salas, PMU l'homophobie, PMU la cronambour, PMU les blagues racistes, PMU Jackie Tuning, PMU le bar tabac. En publicité, deux scènes sont extrêmement importantes, l'introduction et la scène finale. La première doit donner une accroche et la deuxième doit marquer le spectateur. Le public étant conditionné depuis plusieurs années par les publicités, ces deux scènes sont devenues naturellement les plus retenues par les spectateurs. Dans sa scène finale, PMU a pour volonté d'ancrer dans la tête du consommateur sa marque, son logo. Le fond uni est de couleur verte, ce qui permet de faire écho au terrain des courses hippiques. Et le logo, quant à lui, est également vert. Le seul élément qui ressort réellement, c'est le texte en blanc, que les meilleurs gagnent. Il s'agit là de la nouvelle signature de l'entreprise. Les années précédentes, ils avaient communiqué sur les paris sportifs, le poker et les autres activités que l'entreprise entretenait. Seulement cette fois-ci, il s'agit d'une nouvelle campagne. Qui dit nouvelle campagne, dit nouveau message. L'enseigne souhaite concentrer sa communication sur le turf, qui représente plus de 90% de son chiffre d'affaires. Et la nouvelle signature va totalement dans ce sens. Que les meilleurs gagnent fait contraste avec les jeux de hasard pour mieux mettre en avant les paris hippiques. Ce message précis est associé à une musique, Right Here, Right Now, du groupe Fatboy Slim. Il s'agit là d'une chanson culte issue de l'album You've Come a Long Way, Baby. Sorti en 98 et véritable phénomène pop culture de la fin des années 90, ici cette célèbre chanson va devenir un outil de référence commun afin d'établir une passerelle et de faciliter le dialogue avec le grand public. En plus de ça, le clip montrait l'évolution de la vie sur Terre, ce qui envoie le message implicite d'une volonté de renouveau concernant le PMU. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est son introduction, parce qu'elle fait référence à un colossal classique de l'histoire de l'art. La scène d'exposition, que ce soit en théâtre, vidéo, cinéma, roman, etc., son but est similairement le même. Préparer le spectateur à ce qu'ils vont voir en sachant qu'ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Et dans cette première scène, PMU a décidé de nous montrer un travelling avant très lent sur une composition qui n'est pas sans rappeler l'œuvre de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Et là, c'est le moment où tu dois te poser la bonne question si tu veux réellement décrypter le message caché de cette campagne publicitaire. Le message implicite, celui qui va être adressé à ton subconscient. Parce que crois-le ou non, rien n'est laissé au hasard. Ouais, tu l'as, c'est ça la bonne question. Pourquoi avoir choisi cette œuvre en particulier? Et la réponse est très simple, pour son contexte historique. Ce tableau illustre la seconde journée des Trois Glorieuses. C'est un événement historique dans l'histoire française qui correspond aux 3 jours d'insurrection, les 27, 28 et 29 juillet 1930. En gros, Charles X avait créé des ordonnances afin de suspendre la liberté de la presse et empêcher le peuple d'avoir son droit de vote. Ah, Charles, c'est un fifou, hein. Il s'est dit, je vais passer mes lois en mode 49.3, et si ça passe, le peuple ne pourra plus voter, comme ça je reste sur le trône. Ah, tiens, ça me rappelle vaguement quelque chose. Sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il allait se faire soulever sa daronne par les Français. Et c'est toute cette grosse
contre-révolution qui va inspirer Delacroix au point de créer une des œuvres majeures de l'histoire. Et quand je te dis inspirer, le mot est faible, c'est limite s'il va pas créer l'œuvre qui se rapproche le plus de la perfection. Tout dans sa peinture va dans le sens de mettre en avant la notion de la liberté et d'affranchissement. Comme par exemple les vêtements, avec notamment le bonnet phrygien, symbole de la liberté et de l'affranchissement des esclaves dans la culture gréco-romaine, la construction pyramidale qui pointe vers le drapeau, la construction de sa toile divisée en 3 tiers qui met en relief certaines parties de la toile, la contre-plongée qui sert à accentuer les effets de la pyramide et renforcer le caractère dynamique et héroïque des personnages, la lumière aussi, qui vient se placer en auréole céleste sur l'héroïne, ou encore les 2 soldats de Charles X en PLS ultime, qui montrent bien qu'il s'agit là de l'assaut final. Ce tableau est un témoin historique et politique des Trois Glorieuses. Il représente la liberté, comme une valeur à conquérir par le peuple, les armes à la main, en sacrifiant sa vie si besoin en est. Au fil du temps, l'œuvre de Delacroix est devenue un symbole républicain, et son allégorie féminine, l'icône de la République. C'est pour ça qu'on pouvait la retrouver sur les billets de 100 francs de l'époque. Le fort caractère politique de ce tableau l'a fait devenir la bannière de divers combats, revendications ou causes. Plus que la liberté, il incarne un idéal révolutionnaire. Et c'est la raison pour laquelle PMU l'a choisi. En choisissant cette œuvre, il s'émancipe de la mauvaise image véhiculée par les jeux d'argent afin d'embellir cette action. Le pari hippique n'est plus seulement un jeu moyennant finance avec de gros risques d'addiction, ici il s'anoblit pour devenir symbole de liberté. Jouer au jeu, c'est prendre des risques. Le côté émotionnel renforcé dans cette pub, jouer au jeu, c'est prendre part à une aventure épique. Jouer au PMU, c'est vivre réellement. Bon, assez parlé de capitalisme. Et si je t'emmenais au Japon ? Alors pour cette œuvre, je n'ai pas grand chose à te raconter, si ce n'est qu'il s'agit d'une création numérique issue d'un collectif japonais nommé TeamLab. Mécaniquement, c'est un programme informatique qui calcule en temps réel chaque interaction du spectateur sur l'œuvre. Cela provoque des modifications continues sur les illustrations. En résumé, chaque expérience, chaque jour, chaque visite est unique. Alors c'est une prouesse technique indéniable, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je te montre cette œuvre très contemplative. J'ai choisi Forest of Flower and People Lost, Immersed and Reborn parce que l'interprétation personnelle que j'ai eue de cette œuvre m'a profondément et personnellement touché, en parvenant à mettre un visuel sur ce que je ressens. Le principe de cette illustration est de montrer une année saisonnière de fleurs qui s'épanouissent au gré des saisons. Ces fleurs poussent, fleurissent, puis leurs pétales se fanent avant de disparaître. C'est un cycle qui se répète à l'infini. À cela s'ajoute l'immobilité imprévisible des spectateurs. Si une personne reste immobile, les fleurs qui l'entourent poussent et fleurissent abondamment. En revanche, s'ils les touchent ou marchent dessus, elles se mettront à perdre leurs pétales, flétrir et mourir. Je suis incapable d'expliquer pourquoi, mais pour moi cette œuvre représente une relation particulière. L'expansion des fleurs et leur densité changeante symbolisent la nature de cette relation, et les obstacles générés aléatoirement par les visiteurs symbolisent des événements futurs. Cette relation est donc de nature changeante, aléatoire, mais également très riche et en constante évolution. Elle est imprévisible, mais parvient toujours à s'adapter au jour le jour. La musique diffusée dans cette pièce est douce, calme, paisible, ce qui contribue à générer une sensation rassurante, chaleureuse et de bien-être. Beaucoup d'éléments inconnus sont présents, aussi pouvant s'apparenter au doute, mais l'ensemble est rapidement balayé par une sorte d'équilibre naturel qui est généré au fil du temps. Je pense que cette œuvre est volontairement contemplative afin de pousser les spectateurs à ressentir les choses plutôt que de les analyser comme une toile plus classique. Ici, l'absence de toile renforce l'expérience immersive. Les visiteurs font partie intégrante de l'œuvre, et l'absence de frontières permet de les transcender. C'est pourquoi elle me parle tant, c'est pourquoi je l'aime, et maintenant, je vais juste te laisser profiter de cette expérience toi aussi.